Mais c'est vrai que de toujours être allé chercher les meilleurs, il y a eu un impact qui a été significatif ensuite dans ma pratique. Quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai lu mon premier bouquin, je me suis dit ouais putain c'est fantastique et tout ça, il y a plein d'outils. Et dans un bouquin de développement personnel, tu te rends compte que tu as des zones de lacunes. Et donc tu prends un deuxième bouquin. Dans le deuxième bouquin, ça va t'ouvrir des portes sur de nouvelles perspectives. Et tu prends un troisième bouquin et un quatrième bouquin. Il y a beaucoup de gens qui comme ça développent une espèce de boulimie de l'information. Ils vont aller voir des blogs, ils vont aller voir des vidéos YouTube. Et une fois de plus, ça crée quoi? Ça crée peut-être une super inspiration. Ça crée beaucoup d'informations, mais les gens du coup ont tendance à intellectualiser. Et c'est terrible parce que plus tu commences à emmagasiner d'informations, plus tu te rends compte qu'il te manque des informations, et les gens sont en perpétuelle course avec plus d'informations et appliquent très peu. De toujours avoir une proportion d'action qui est supérieure à la quantité d'informations qui est emmagasinée. L'hypnose, ça m'a permis également de pas mal gérer mon j'étais quelqu'un d'assez anxieux, de toujours stressé, tu vois, la veille des examens, je dormais jamais, je me mettais une pression de dingue pour les compétitions de sport, enfin, tous ces trucs-là. Et l'hypnose te permet de t'allier à ce qu'on appelle l'inconscient et à tes émotions. Et si tu veux, face à une difficulté émotionnelle, comme ça, la plupart des gens cherchent à bloquer et à chasser cette émotion. L'hypnose t'apprend au contraire à l'accepter et à la rediriger, en fait, à utiliser toutes les émotions que tu traverses. Donc c'est quelque chose qui est vachement facilitant en fait sur la partie émotionnelle et qui te permet évidemment du coup de prendre beaucoup de recul. Bienvenue sur Même pas peur, le podcast pour devenir confortable dans l'inconfort. Je vais à la rencontre chaque semaine de personnes audacieuses. Quand tu te focalises sur la partie épanouissement, en général, la partie réussite elle suit. Et Richard Branson, par exemple, disait que il n'a pas réussi, il n'est pas heureux parce qu'il a réussi, mais qu'il a réussi parce qu'il est heureux. Et que ça marche vraiment dans ce sens-là. C'est que quand tu es vraiment heureux, quand tu as trouvé un espèce de centre, ce centre, il va se retranscrire dans toutes tes interactions. Quand tu vas être avec tes clients, quand tu vas être en train de former, quand tu vas raconter ce que tu fais de ton activité. À chaque instant, si tu veux, si tu arrives à toucher du doigt à une bonne partie de cet épanouissement-là, c'est quelque chose qui est contagieux et que les gens vont ressentir autour de toi. Malgré cette période de confinement où on a tendance à s'ennuyer, peut-être à enchaîner les séries en séries, ou simplement à être cloîtré entre quatre murs et à se demander bien ce qu'on va pouvoir faire, je t'ai apporté de l'occupation, un nouveau podcast sur Mathieu Soriano. C'est un coach et un hypnothérapeute hyper intéressant, j'ai adoré parler avec lui. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description pour voter pour le prochain invité qui apparaîtra sur le podcast, et je te souhaite une très très bonne écoute. Parcours classique, je suis passé par l'ENAC, donc j'ai passé les sélections, puis Air France, et je suis rentré donc chez Air France en 2007. Voilà. En 2009, on a eu une crise et ça nous a laissé pas mal de temps libre. On s'est mis à moins voler, et c'est à ce moment-là que je me suis lancé d'abord dans l'hypnose en fait, avant le coaching. L'hypnose, en gros, moi j'avais une image qui était vachement ésotérique. Pour moi, c'était vraiment, tu vois, toute l'hypnose de foire qu'on peut imaginer avec un mec à un pendule et qui essaie d'endormir les gens. Donc, j'avais vraiment pas une bonne image de ça. Et à l'époque, en fait, j'avais des potes qui faisaient leur préparation mentale pour le sport de haut niveau par l'hypnose. Donc, j'ai commencé à vouloir regarder un peu ce que ça pouvait donner. Moi, j'avais des problèmes de sommeil à l'époque, donc ça m'a surtout aidé moi en tant que client, et j'ai tellement été scotché par les résultats, si tu veux, que j'ai commencé à me former, puis à recevoir des gens. Et le coaching est venu après parce que l'hypnose, si tu veux, ça te permet de lever tout ce qui est blocage émotionnel, de rééduquer un peu des mécanismes inconscients, mais ça donne rarement une structure dans la vie d'une personne. Et le coaching est vachement complémentaire avec ça, parce que ça va guider une personne, comment prendre les bonnes décisions, comment mettre de l'autodiscipline dans sa vie. Enfin, ça va vraiment organiser l'ensemble des domaines de vie d'une personne. Donc c'est un peu la transition naturelle, et c'est surtout le bon complément de l'hypnose. L'hypnose te permet de débloquer des leviers émotionnels, là où le coaching te permet de vraiment te donner un cadre pour avancer. Et donc du coup, en fait, au début, tu as démarré en même temps que ton activité en tant que pilote d'avion, tu faisais en même temps, tu as démarré justement l'hypnose, justement, où tu avais arrêté justement totalement ton métier de pilote pour après directement te mettre en tant qu'hypnothérapeute? Non, j'ai vraiment fait les deux en même temps. Okay. Comme je te dis, en fait, pendant la crise donc financière que tout le monde a connue, notre activité a été ralentie. Si tu veux. Comme il y avait moins de vols et qu'on était le même nombre de pilotes, on s'est retrouvé avec beaucoup moins d'activité, donc beaucoup plus de jours de repos. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de consacrer mon temps libre, si tu veux, à me former dans un premier temps, et puis commencer à recevoir les premiers clients.
Ok, d'accord. Et tes premiers clients, comment t'as fait pour les trouver? C'était, ça a démarré par le bouche à oreille, t'as démarré, je sais pas, un site internet? Bouche à oreille, ouais. Site internet, bon, j'étais pas du tout bon, c'est pas du tout mon domaine, donc il fallait trouver une autre solution. Donc c'était vraiment pas mon truc. L'idée, j'en ai parlé vachement. L'hypnose, c'est un truc qui m'a très vite passionné. Donc j'ai commencé à en parler beaucoup autour de moi. Et puis à proposer aux copains, bah tiens, tu veux tester tel ou tel truc, puis parle-en si t'as des potes quand telle ou telle difficulté. Enfin, j'ai vraiment essayé de ratisser le plus large possible et sans mettre de pression aux gens. Voilà, c'était de l'hypnose en mode découverte. Et moi, ça me permettait surtout de m'entraîner. Donc les gens savaient que j'étais débutant. Et voilà, c'était donnant. Eux, ils vivaient une expérience. Moi, je m'entraînais et j'avançais comme ça. Ok, d'accord. Et petit à petit, t'as fait ta clientèle. Ok, c'est Et top. petit à petit, j'ai fait ma clientèle. Bah, tu sais, les gens parlent vite s'ils sont contents des résultats. Et surtout, au départ, je faisais pas payer. Puis après, je me suis mis à faire payer un livre. Donc, j'avais une liste de livres que j'avais envie de bouquiner. Les gens venaient et prenaient un livre sur la liste qu'ils allaient m'acheter. Donc voilà, tu vois, c'était des situations où il n'y avait pas trop d'engagement d'un côté comme de l'autre. Et ça permet, si tu veux, de prendre les choses cool. Moi, ça me mettait pas beaucoup de pression. Le client disait, bah au pire, j'ai perdu le coût d'un livre, donc c'est pas gênant non plus. Et ça te permet, voilà, d'y aller sans pression et d'oser prendre des risques que tu prendrais pas forcément peut-être si tu faisais payer une séance au prix fort. Ok, ouais, j'imagine que ça rassure quand tu démarres. Et ton cabinet, tu l'as loué t'as commencé directement à prendre un cabinet ou au début c'était je veux dire, tu trouvais un autre environnement justement pour recevoir les gens? Moi, j'ai reçu chez moi en fait au départ. Chez toi, ok. Alors comme je te dis au départ, c'était vraiment des potes ou des potes de potes, donc c'était pas gênant. Quand des clients extérieurs ont commencé à venir, je me suis posé la question, est-ce que ça se fait, ça se fait pas? Et j'ai décidé de tester. Et comme l'accueil était plutôt bon, ça posait pas de problème aux gens, j'ai continué comme ça. Et aujourd'hui encore, mon cabinet, c'est chez moi. Ok, d'accord. C'est génial. Et Donc, ça c'était les petites questions pour moi en tant que, on va dire, débutant dans les activités libérales, on va dire. Et donc j'ai vu qu'en fait l'activité de coach, tu t'es formé auprès d'Anthony Robbins, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Et donc pourquoi t'as choisi directement le meilleur des meilleurs? Comment ça s'est passé? Pour le coup, ouais, c'est ce que tu dis. Pour moi, Robbins, c'est vraiment le meilleur aujourd'hui. Enfin, sur ce qu'il fait sur la planète, pour moi, il a pas d'équivalent. Ses résultats le prouvent, les personnes qu'il a coachées le prouvent. Et si tu veux, je pense que c'est une erreur que font souvent les gens. Ils vont, alors c'est compréhensible parce qu'il y a des formations qui peuvent être moins chères ou qui vont être moins longues. Les gens vont souvent jouer un peu conservateur. Sauf que sur la durée, ce qui va te démarquer, c'est auprès de qui tu t'es formé. Faut pas se leurrer. Quand tu vas voir un mec comme ça qui a ce bagage-là, tu vas apprendre des choses, des techniques, des attitudes, des valeurs qui sont pas forcément les mêmes que sur des formations meilleur marché ou avec des gens qui ont moins d'expérience. Et alors moi j'avais la chance d'avoir Air France à côté, donc ça me finançait cette activité, donc c'était peut-être aussi plus facile. Mais c'est vrai que de toujours être allé chercher les meilleurs, j'ai eu un impact qui a été significatif ensuite dans ma pratique. Et tu vois, ça m'a permis assez rapidement de passer ensuite au milieu de l'entreprise. J'ai pas de bagage universitaire moi, donc c'est vrai qu'à part pilote, j'ai pas fait d'études poussées, ce qui peut être un frein quelquefois pour rentrer dans le milieu de l'entreprise. Par contre, le fait d'avoir été formé auprès d'un mec de ce niveau-là fait que tu peux aborder toutes les situations et que ça facilite vachement le travail derrière. Ok. Ouais, puis c'est vrai que ça fait quand même une bonne preuve sociale par rapport à. C'est vrai que de coach, il y en a de plus en plus. Le fait quand même que tu as été formé auprès d'Anthony Robbins, ça quand même, ça pèse dans le game comme on dit quoi. Enfin. Bizarrement, Robbins, il est pas très connu en France. Enfin, il est connu dans la communauté du développement personnel, mais quand tu vas en entreprise et que tu dis j'ai été formé par Tony Robbins, les gens, ça leur parle pas du tout en fait. Okay. Aux États-Unis, c'est très différent. Mais en France, il a pas une très grande aura en fait quand tu sors du milieu du développement personnel, bizarrement. Ok. Et ta formation avec Anthony Robbins, c'était quoi? Ça durait combien de temps? C'était une formation de 2 semaines, un truc comme ça ou? Non. Alors, au départ, moi j'ai fait les séminaires. Donc il y a le plus courant qui s'appelle UPW, Unleash the Power Within, qui dure 3 jours et demi, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a Day to Destiny. Day to Destiny, c'est celui qu'on voit pour ceux qui ont regardé Netflix. Il y a un reportage qui s'appelle I Am Not Your Guru, avec mon joli accent anglais. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Pour le coup, j'étais dans ce séminaire-là. C'était à Boca Raton en 2014, quand ça a été filmé. Ça, c'est un séminaire qui est un peu plus long. Donc ça, c'était vraiment mes portes d'entrée, si tu veux, sur le milieu de Tony Robbins. Et derrière, en fait, il a monté une formation complète sur 2 ans avec Chloé Madanès. Chloé Madanès, c'est la nana qui a vachement réfléchi à la thérapie stratégique et familiale. Elle fait un travail de dingue. Et donc, ils ont fait une association. Et aujourd'hui, cette formation, donc, elle est dirigée par Chloé Madanès.
la fille de Chloé Madanes qui s'appelle Magali Pêcha et son gendre qui s'appelle Marc Pêcha. Donc c'est eux qui tiennent le truc, donc c'est en ligne, t'es accompagné, t'as des sessions toutes les semaines, et ensuite c'est beaucoup d'analyses vidéo sur le boulot de Robbins. Ok, d'accord. Ah ouais, c'était ça ma question, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'en travaillant de coach, je me suis dit, parce que tu sais, il fait beaucoup des séminaires assez extraordinaires où il y a des milliers et des milliers de personnes, et c'est vrai que je me disais par curiosité, je me disais comment se passaient ces formations, parce que c'est vrai que du coup tu me réponds en ligne, et je me disais, je voyais pas comment tu peux être formé en tant que coach auprès de 7, 8, 10 000 personnes, tu vois, autour. Donc comme ça me permet de comprendre. Alors Robbins, il fait les deux, hein, Simon. C'est que donc il y a la partie séminaire, donc effectivement là t'es entre 2 et 10 000 personnes. Ouais. Alors il fait quelques cas individuels pendant les séminaires, mais c'est beaucoup de travail de groupe. Par contre, il a aussi des clients privés. On en parle moins, mais tu vois le dernier en date qui a été pas mal médiatisé, c'est Conor McGregor. Ouais, Pour son dernier combat, il a été coaché en fait. Ils ont fait un travail pendant 1 an. Donc il y a quelques podcasts qui traînent dessus. Et il y a une interview post-combat. Et si tu regardes d'ailleurs le combat de McGregor, quand McGregor termine, rentre dans la cage, donc en premier la femme de McGregor, là, Demi, je sais pas quoi, McGregor sans doute aujourd'hui. Et la deuxième personne que Robbins embrasse, que McGregor embrasse, c'est Tony Robbins. D'accord. Donc il était dans son coin, ils ont fait une séance le jour même. Donc il fait aussi du client privé. Alors on peut pas y prétendre. Déjà les coûts c'est prohibitif et puis il a une liste d'attente de malades, mais il continue à avoir des gens en privé. Ok. Ça c'est top. Et c'est vrai, du coup, on parlait d'Anthony Robbins. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré justement pour développer l'activité que tu fais aujourd'hui, d'autres personnes ou des livres qui t'ont marqué? Ça, il y en a plein. Moi, mon premier prof d'hypnose qui s'appelle Kevin Finel, il m'a donné toutes les bases, donc si tu veux, je suis vachement reconnaissant. C'est un mec qui a beaucoup travaillé. Je crois qu'il a commencé l'hypnose, il devait avoir 12 ou 13 ans, il a 35 aujourd'hui, donc il y a un gros bagage. Et c'est surtout quelqu'un qui montre beaucoup sa pratique. Tu vois, l'hypnose, c'est souvent un peu secret. Je sais pas pourquoi les gens, ils osent pas, sans doute, se mettre en avant, montrer ce qu'ils font. Kevin, il a créé ce qu'on appelle le cabinet public. Et un lundi sur 2, je crois, si ça n'a pas changé, il fait des démonstrations live sur des vraies problématiques, sur des gens qu'il ne connaît pas, devant tout le monde. Donc j'ai reçu les bases de l'hypnose avec lui. Mais tu vois, ce côté... quand tu es sûr de toi, quand tu as une pratique que tu sais être bonne, montre-la au public, fais découvrir aux gens. Et il a vraiment réussi à faire ce mix où, en général, l'hypnose, soit tu fais du cabinet et donc tu es un peu caché, soit tu fais de la scène, mais c'est souvent un petit peu au détriment, tu vois, quand tu vois ce que fait Mesmer, je trouve que ça donne pas une bonne image de l'hypnose, ni des gens qui l'accompagnent. Et Kevin lui a dit, attends, mais on peut faire quelque chose d'assez spectaculaire, on peut faire des démonstrations publiques, mais qui ont pour but d'apporter quelque chose à une personne, que ça soit l'aider à arrêter de fumer, que ça soit l'aider à mieux dormir. Enfin, il y a plein de super choses à faire. Donc Kevin, ça a été une grosse source d'inspiration. Il y a Bandler, qui est le co-créateur de la PNL aussi, qui est un mec complètement cinglé, mais un bon génie créatif, qui m'a filé pas mal qui te donne une vision décalée en fait sur ce qu'est la thérapie, et que c'est pas forcément quelque chose de sérieux, de lourd. Ça peut être un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus fun, et peut-être même que c'est ce dont les patients ont besoin, quoi, de réussir à dépasser leurs limitations de manière un peu plus légère que la lourdeur de leurs problèmes au quotidien. Robbins, lui évidemment, je dirais 80% de la façon dont je travaille aujourd'hui, ça vient de lui. Donc ça a vraiment été une grosse source d'inspiration parce que je pense que c'est la personne la plus complète. Et puis c'est pareil, c'est quelqu'un qui a toujours osé prendre des risques, qui se montre, qui fait des choses en public. Tu vois, sa pratique, elle est pas cachée. Donc c'est vachement important. Et après, qui c'est encore qui m'a marqué Après, j'ai un copain de promo, pour le coup, en hypnose, qui a beaucoup travaillé, qui s'appelle Laurent Bertin, qui exerce aujourd'hui encore en tant que thérapeute. Ce mec-là, il a un esprit c'est un stratège. Quand on a commencé à se former, donc c'était un boulémique de boulot, donc il a pas mal lu, il a pas mal bossé, il testait plein de choses. Et c'est quelqu'un qui voulait toujours comprendre comment fonctionnait l'humain et voir si tu pouvais en déduire des règles. Et il a toujours cherché, si tu veux, à faciliter le changement d'une personne et la rapidité de changement d'une personne. Donc c'est un mec qui m'a pas mal inspiré. Ouais. D'accord. Et c'est quoi en fait les types de problématiques que tu reçois, enfin qui est plus commune des personnes qui viennent te voir en cabinet ou chez toi du coup? Alors sur la partie hypnose, moi j'ai beaucoup travaillé en cancérologie. J'ai passé 6 ans à bosser avec les cancérologues. Donc là on s'occupait de tout ce qui est gestion de la douleur, de tout ce qui est l'accompagnement pour les troubles addictifs, donc cigarettes, alcool, drogue, pas mal de gestion des émotions et surtout l'anxiété, pas mal de problématiques autour du sommeil. Et
Et ensuite, aider une personne à remonter la pente suite au choc que peut être l'annonce d'un cancer, tu vois. Ça, c'était la partie cancéro. Ensuite, dans la partie clientèle classique en hypnose, l'arrêt du tabac, c'est ce qui revient tout le temps. C'est aussi très connu pour les phobies. On a pas mal de demandes autour de ça. Et ensuite, toutes les problématiques, soit de confiance en soi, soit d'accompagnement pour les problématiques un peu psychosomatiques. L'eczéma, le psoriasis, tous ces trucs-là. Et le coaching, c'est différent. Aujourd'hui, ce que les gens recherchent beaucoup, enfin, de ce que j'ai pu voir, soit les transitions professionnelles, c'est hyper utilisé. Donc, et notamment les gens, tu vois, qui passent du salariat en grande entreprise où tout est formaté, où tu as qu'à te laisser guider, à des activités indépendantes. Et c'est souvent quelque chose que les gens n'ont pas appris à l'école, donc il leur fait un petit peu peur. Il y a pas mal de gens qui se font accompagner là-dessus. Il y a beaucoup de prévention, de récupération après les burn-out aussi en coaching aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'ai pas mal de demandes. Et de plus en plus, et ça c'est vachement encourageant, je trouve, il y a beaucoup de cadres, et notamment des mecs qui font partie du top management de leur entreprise, qui demandent à être accompagnés individuellement, que ça soit pour leur prise de parole en public, que ça soit pour des stratégies d'efficacité ou apprendre à mieux influencer, développer leur leadership. Donc tout ce qui touche, si tu veux, en fait, aux compétences sociales appliquées au milieu de l'entreprise. Et c'est vraiment un truc qui est en plein boom. Il y a même j'exerce dans une école de commerce, par exemple, où j'apprends ça donc à des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Et c'est vraiment un truc qui est en train de se lancer et qui, je pense, va cartonner plus tard. Et toi, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton activité, dans tout ce que tu fais, les différentes choses dans ton activité, qu'est-ce que tu préfères faire? Je dirais la formation. Formation, je m'éclate. Donc, en gros, la formation, enfin, l'atelier en formation, ce que ça va te permettre par rapport au coaching individuel, c'est que la synergie de groupe fait que tu vas pouvoir tester à travers des jeux de rôle ce que viennent d'apprendre les gens. Dans le développement personnel, on voit trop souvent des personnes qui vont emmagasiner plein d'informations, donc qui vont lire plein de livres, qui vont écouter plein de conférences, de podcasts et tout ça, donc elles sont vachement inspirées, elles ont envie de passer à l'action, et il manque souvent cette phase de répétition qui leur permet d'insérer dans leur vie de tous les jours les outils qu'ils ont appris. C'est vrai que tester des choses comme ça tout seul, tu vois, je pense à l'hypnose, par exemple, si tu lis un bouquin sur l'hypnose, tu vas te dire, ok, c'est super facile, pour faire de l'hypnose, il y a tel et tel point, et puis je vais les appliquer. Ok. Sauf que le fait d'aller en formation te permet de pratiquer dans un cadre qui est sécurisé. Et ensuite, tu oseras tester ça sur des clients. Des gens qui lisent un bouquin d'hypnose et qui tout de suite osent se dire, bah tiens, je me lance sur un client, j'en connais pas. Et en plus, je pense que ça serait pas forcément une bonne idée parce que le formateur va en plus pouvoir te faire un feedback sur ta pratique et t'aider, te corriger sur ce que tu fais bien et sur ce que tu fais de moins bien. Ok. Et dans les formations que tu proposes, c'est quoi? C'est tout le temps à peu près la même chose? C'est justement le fait d'aider les personnes, on va dire, à passer du théorique au passage à l'action? Ou t'interviens dans différents types de formations, différents thèmes, je veux dire? Donc les thèmes, moi, c'est tout ce qui touche aux compétences sociales. Donc les choses qui sont très demandées, il y a tout ce qui tourne autour du leadership. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a fait un peu une société de bisounours. Donc on a essayé de niveler, d'avoir des gens qui ont des profils moins rugueux que ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans dans le milieu de l'entreprise. Donc ça fait des gens qui ont moins de facilité à prendre des décisions aujourd'hui. Donc tout ce qui touche le leadership, comment susciter l'adhésion des gens, comment fédérer autour d'un projet, comment créer de la motivation chez les gens. Ce qu'on demande beaucoup aussi aujourd'hui, c'est les feedbacks. Tu te rends compte que il y a beaucoup de gens, soit qui sont très durs dans leur feedback, soit qui au contraire, parce qu'ils n'ont pas envie de blesser les gens, font pas forcément les retours. Donc tu vois, apprendre à faire des retours qui sont constructifs, qui recadrent quand la personne n'a pas bien fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle devait faire, mais qui aussi accompagnent quand la personne réussit. C'est les compétences qui sont vachement importantes. Ce qui revient beaucoup aussi, c'est tout ce qui est lecture de l'autre. Ça, que ça soit la lecture du non-verbal, la façon de penser de son interlocuteur. C'est des choses qui intéressent de plus en plus les gens, parce que les personnes réalisent que quand tu comprends comment la personne que tu as en face de toi fonctionne, c'est vachement plus facile de la guider, de l'accompagner, ou de désamorcer un conflit, par exemple, quand il y en a un. Ça, c'est pareil, désamorcer les conflits, c'est des formations qui cartonnent en entreprise. On s'appuie pas mal sur tout ce qui est communication non violente. Il y a un mec qui s'appelle Marshall Rosenberg qui avait fait un travail magnifique là-dessus, avec un processus en 4 étapes qui permet d'exprimer les besoins qu'on peut avoir et de désamorcer les conflits qui auraient pu être créés. La prise de parole en public, pareil, ça revient énormément en entreprise. Et la facilité à créer du lien. En fait, les gens, c'est pareil, tu vois, on est dans un monde qui est de plus en plus virtuel, donc les gens sont très à l'aise derrière un ordinateur puis en train d'envoyer des mails ou des SMS, et tu te rends compte que du tout coup, ça a un petit peu coupé les compétences sociales plus directes, quoi, dans la vie de tous les jours, et qu'il y a plein de gens qui, je sais pas, par exemple, tu vois, dans un atelier d'intégration, qui vont pas forcément oser aller parler à leurs voisins.
Et c'est un truc qui manque vachement en entreprise et pour lequel les gens sont vachement demandeurs. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de développement personnel, du fait que c'est vrai que les gens étaient beaucoup dans le théorique. Quel conseil tu pourrais donner pour les personnes qui nous écoutent, de justement une personne qui démarre un petit peu dans le chemin du développement personnel, quel conseil tu pourrais leur donner justement vis-à-vis de ça? De toujours avoir une proportion d'action qui est supérieure à la quantité d'informations qui est emmagasinée. Et ça, une fois de plus, tu as dû le regarder autour de toi. Moi, en tout cas, j'en ai fait l'expérience aussi. Quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai lu mon premier bouquin. Je me suis dit, ouais, putain, c'est fantastique et tout ça, il y a plein d'outils. Et dans un bouquin de développement personnel, tu te rends compte que tu as des zones de lacunes. Et donc, tu prends un deuxième bouquin. Dans le deuxième bouquin, ça va t'ouvrir des portes sur de nouvelles perspectives. Et tu prends un troisième bouquin et un quatrième bouquin. Il y a beaucoup de gens qui, comme ça, développent une espèce de boulimie de l'information. Ils vont aller voir des blogs, ils vont aller voir des vidéos YouTube. Et une fois de plus, ça crée quoi? Ça crée peut-être une super inspiration. Ça crée beaucoup d'informations, mais les gens, du coup, ont tendance à intellectualiser. Et c'est terrible parce que plus tu commences à emmagasiner d'informations, plus tu te rends compte qu'il te manque des informations. Et les gens sont en perpétuelle course avec plus d'informations et appliquent très peu. Donc c'est vraiment se dire, ok, j'achète un bouquin et tout ce qui est marqué dans le bouquin, je le teste. Et je me fais ma propre opinion. Si ça marche, tant mieux, je garde. Si ça marche pas, je mets de côté. Mais tant que j'ai pas appliqué chaque conseil, chaque exercice de ce bouquin-là, je passe pas à l'étape d'après. Ça me semble vraiment important. Moi, mes progrès, en tout cas, ils ont été réalisés quand j'ai arrêté de bouquiner, quand j'ai arrêté de courir après toutes les formations et que j'ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce qui me semble le plus pertinent dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai entendu, et comment est-ce que je le mets en place maintenant dans ma vie concrète. Le fait de trop intellectualiser, en plus aussi, souvent, ça crée une peur de passer à l'action. C'est que je réalise que plus j'ai d'infos, plus il m'en manque, et donc j'ose pas me lancer parce que je me dis que je n'y arriverai qu'une fois que j'aurai l'ensemble des informations. Ça, c'est un piège qui est hyper fréquent et qu'il faut à tout prix éviter. L'autre conseil, ça serait, comme tu disais tout à l'heure, de se former auprès des meilleurs. C'est que ça, c'est un truc, moi en tout cas, sur lequel je négocierais pas. Tu vois, si mon parcours il est à refaire, c'est vraiment oui, des fois c'est moins cher d'aller voir les personnes qui sont juste à côté ou qui ont moins d'expérience, mais sur le long terme, je trouve que toutes les personnes qui sont allées se former auprès des meilleurs, qui ont vraiment investi du temps, de l'argent dans des formations de qualité, c'est les personnes dont les carrières ont décollé en général. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Et une fois de plus, action. Dès que tu apprends un truc, tu testes. Si tu veux, si on faisait un comparatif, moi j'ai plein de potes par exemple qui sont super bons pour te donner tous les noms de tous les joueurs de telle et telle équipe de foot, mais tu vois qui tapent pas dans un ballon. Donc si tu veux juste une culture de foot, c'est pas gênant. Mais si tu veux progresser en foot, il y a un moment donné, il faut aller sur le terrain. Et tu le vois surtout, c'est pareil, la plupart des gens aujourd'hui, là, quand tu veux un corps musclé, machin, ils vont lire plein de blogs sur l'alimentation, ils vont rechercher la méthode parfaite de CrossFit, de bodyweight training, tous ces trucs-là. Et au final, tout le temps qui est passé à récolter ces infos, il n'est pas passé à être sur le terrain. Et il vaut mieux, si tu veux, il y a plein de manières de se muscler. On s'en fout d'avoir la meilleure méthode. Ce qu'on veut, c'est une méthode qu'on applique. Et il vaut mieux quelquefois avoir une méthode qui est beaucoup moins, qui est pas peut-être optimale, mais qui te permet déjà d'avoir des résultats concrets. Cette méthode, tu pourras toujours l'affiner, tu pourras toujours ensuite aller chercher d'autres petites informations et modifier ton programme. Et les personnes qui passent leur temps à chercher le programme idéal, le programme magique, celui qui, en 3 étapes clés, te donnera 25% de muscle en plus en une nuit, bon, déjà ça n'existe pas. Et il sera jamais appliqué ce truc-là. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est un conseil qui est important. Les gens doivent comprendre que c'est du temps. Monter un cabinet, c'est du temps. Se construire un corps, c'est du temps. Se construire une bonne santé, c'est du temps. Et éviter de croire à toutes les pilules magiques. Le problème, c'est qu'on a cette tendance de plus en plus, et les mecs qui font du marketing l'ont vachement bien compris, donc ils vont te vendre les trois phrases clés pour apprendre à négocier en 5 minutes. Ou 7 étapes pour hypnotiser n'importe qui à n'importe quel moment. Toutes ces formules magiques qu'on te vend, en général, c'est assez vide. Si l'auteur était sûr de lui, il n'aurait pas besoin de cette pub-là. Tu vois, je compare souvent ça au milieu du luxe. Aston Martin, ils font pas de pub. Ils n'ont pas besoin. Parce que leurs produits parlent pour eux. Et des mecs comme Tony Robbins, tu vois, en France, moi, j'ai jamais vu de pub particulière
à la télé, à la radio, n'importe où, et ces séminaires, ils sont systématiquement pleins. Et donc, donc en fait, c'est déjà super les métaphores. Je pense que il y a pas mal de gens qui vont s'y retrouver. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu dis là sur Aston Martin et le marketing, toi par exemple personnellement t'as jamais essayé de, peut-être au début, mais après t'as jamais démarché ou fait des comment dire, démarcher les choses ou simplement essayer de vendre un peu plus tes prestations. En fait, c'est simplement que tes clients parlaient pour toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors j'ai fait des démarches, notamment pour entrer en cancérologie et pour entrer en entreprise. Par contre, j'ai jamais eu de slogan accrocheur sur Internet. C'est plus ça que je veux dire. Okay. C'est aller démarcher les gens, pas de souci. Par contre, la manière dont je le faisais, et je pense que c'est ça qui m'a aidé au départ, c'est que j'offrais des démonstrations. C'est-à-dire, au lieu de dire, ouais, j'ai une méthode fantastique, vous allez voir, achetez-la, et puis vous verrez qu'en 7 points et en 3 semaines, votre vie va être révolutionnée. Pas du tout. Par exemple, quand je suis allé en école de commerce, je leur ai dit, donnez-moi une classe, assistez au cours, et vous me dites ce que vous pensez du cours. Quand je vais en entreprise, pareil, si j'avais une formation d'une semaine à vendre, je leur proposais une demi-journée, c'était complètement gratuit, sans engagement. Je venais, je faisais un premier atelier. Si la personne était contente, on pouvait signer un contrat derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, une fois de plus, de passer par du concret, par de quelque chose que les gens peuvent voir de manière tangible. Ok, ouais, d'où la preuve justement, d'où la comparaison avec Anthony Robbins. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, et puis ça parle pour toi en fait les conséquences, tout ce que les résultats que tu vas amener en fait dans ces moments-là. En fait, ça va parler pour toi et les gens vont automatiquement avoir envie s'ils sont contents en fait. Pour moi, si t'es sûr de ta pratique, une fois de plus, je reviens à ce que faisait Kevin avec les cabinets publics. Il faut que tu montres ta pratique. Pour moi, vraiment, une personne qui ne montre pas sa pratique, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit elle est égoïste, et donc elle a un espèce de secret qu'elle veut pas dévoiler aux autres. Je trouve ça un peu curieux pour un coach. Soit c'est qu'elle doute de sa méthode, de sa façon de faire ou des résultats qu'elle obtient. Et à contrario, une fois de plus, quelqu'un qui est à l'aise avec sa manière de pratiquer, ça veut pas dire que tu as 100% des résultats que tu veux tout le temps. Il y a plein de cas où j'ai accompagné des personnes, on n'a pas eu des résultats escomptés. C'est aussi des choses qui arrivent. N'empêche que le fait de montrer, de dévoiler, fait que les personnes prennent confiance en toi. Et justement, l'hypnose ou même le développement personnel en général, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus dans la vie, justement, mis à part les insomnies dont tu parlais tout à l'heure? Bon, alors, les insomnies, c'était un tellement gros bloc dans ma vie que ça a vraiment été le gros changement. Parce que j'ai toujours mal dormi, de 0 à 25 ans. Et c'est vrai que quand tu te mets à bien dormir, à avoir une bonne énergie, à récupérer, ta vie, elle change de manière radicale quand même. Donc ça, voilà. L'hypnose, ça m'a permis également de pas mal gérer j'étais quelqu'un d'assez anxieux, de toujours stressé. Tu vois, la veille des examens, je dormais jamais. Je me mettais une pression de dingue pour les compétitions de sport, tous ces trucs-là. Et l'hypnose te permet de t'allier à ce qu'on appelle l'inconscient et à tes émotions. Et si tu veux, face à une difficulté émotionnelle, comme ça, la plupart des gens cherchent à bloquer et à chasser cette émotion. L'hypnose t'apprend au contraire à l'accepter et à la rediriger, en fait, à utiliser toutes les émotions que tu traverses. Donc c'est quelque chose qui est vachement facilitant, en fait, sur la partie émotionnelle. Et qui te permet évidemment, du coup, de prendre beaucoup de recul. Le coaching, lui, ça m'a plus permis de vraiment avoir une structure hyper claire sur comment aborder les problématiques. C'est définir un objectif clair, créer un plan d'action, comment se mettre en route, comment fonctionne notre motivation, comment est-ce qu'on peut l'activer, comment créer de la discipline. Ça c'est pareil, tu vois, si je devais donner un conseil à tes auditeurs, aujourd'hui pour moi les deux compétences qui font qu'une personne réussit, quels que soient les domaines, c'est la discipline et la curiosité. Les gens curieux, ils vont toujours chercher à aller un cran plus loin, ils vont toujours chercher à s'intéresser à la nouvelle chose qui vient de sortir, à voir ce qu'ils peuvent rajouter dans leur pratique et tout ça. Et la discipline fait que tu vas éviter de tomber dans... Tu vois, la motivation, ça marche à court terme. C'est une très bonne chose pour se lancer, c'est une très bonne première impulsion, c'est un élan, c'est très efficace pour ça. Mais la motivation, il y a des moments donnés où ça va s'essouffler. Si on prend un exemple simple, tu vois, je sais pas, le jour où ton boulot, ça se passe bien, où tu as passé une bonne nuit, où avec ta chérie, c'est top, et où t'as pas de problème d'argent, c'est facile d'être motivé. Le jour où tu te prends la tête au boulot, à la maison avec ta chérie, c'est un enfer. Tu parles de séparation, tes gamins te font chier à la maison, et t'as pas dormi de la nuit, ce jour-là, ta motivation, elle est proche de zéro. Et si tu comptes que sur la motivation, ce jour-là, en fait, t'arrêtes. La discipline, elle t'apprend au contraire à dire, ok, dans tout travail, il y a une partie qui est agréable, il y a une partie qui est beaucoup moins, mais ça fait partie du boulot. Et j'accepte de tous les jours ou toutes les semaines d'avoir un rituel
qui me permet, quelles que soient les circonstances extérieures, de continuer à bosser sur moi, de continuer ma pratique de l'hypnose, de continuer avec mon cabinet en coaching. Et c'est vraiment, tu vois, de capitaliser sur cette routine. Et la routine sur le long terme, donc cette espèce d'autodiscipline, permettra toujours d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que de la motivation seule. Ok, top. Et donc, du coup, tu parlais de... Toi, tu pratiques, c'est l'hypnose ericksonienne, c'est ça ? Ouais. Celle de Kevin, ouais. Et pourquoi t'as choisi l'hypnose ericksonienne plutôt que, par exemple, c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de l'hypnose hellmanienne, surtout par rapport aux États-Unis qui se développent un peu moins en France. Pourquoi ce choix ? Bon, après, tu peux faire de l'Hellman en ayant été formé à l'ericksonienne. C'est pas Hellman, c'est quelqu'un qui avait des problématiques. Je crois qu'il avait commencé pour les dentistes. Peut-être même qu'il était dentiste lui-même, je sais plus exactement. Hellman, ce qu'il voulait, c'était une procédure qui soit simple, qui soit extrêmement rapide et applicable à tout le monde. Et donc, il avait cette espèce d'obligation de résultat, d'efficacité et de rapidité qui fait qu'il a dû concentrer une méthode, voilà, pour pouvoir la généraliser. Erickson, c'est un mec qui a fait énormément de bien à l'hypnose et qui l'a beaucoup modernisé, qui l'a beaucoup transformé, parce que il travaillait lui sur comment est-ce qu'on peut adapter l'hypnose à la personne qu'on a en face. Avant Erickson, si je caricature un peu, mais tu vois, c'était vraiment la vieille hypnose, un peu l'hypnose de spectacle, très directe, très directive. Dormez, je le veux. T'essayais d'endormir un patient et tu lui balançais des suggestions très directes. Et maintenant, tu vas changer quand tu vas te réveiller, tu seras plus fumeur. Et bon, on s'est rendu compte que ça marchait sur une toute petite frange de la population, mais que la plupart des personnes n'étaient pas réceptives. Et Erickson, lui, il a eu une obsession, c'est comment est-ce que je peux rendre à chaque personne que j'ai en face de moi réceptive. Et comment est-ce que je peux m'adapter à 100% à la personne que j'ai en face. Et si tu veux, c'est ce truc-là, en fait, qu'aujourd'hui on cherche à t'enseigner dans les formations ericksoniennes. C'est pour ça que moi, en tout cas, je suis allé vers là. On va t'apprendre vraiment à l'adaptation au client que tu as en face. Et c'est une compétence qui est hyper, hyper facilitante, que ça soit pour le cabinet, mais même derrière dans la vie de tous les jours. Chaque personne que tu rencontres, elle est là avec sa personnalité, elle est là avec ses problématiques, elle est là avec ses peurs et ses besoins. Et si t'en prends pas compte, tu vas pas pouvoir avoir une influence positive sur cette personne-là. Les gens qui vont avoir tendance à te ressembler, évidemment, ça sera très facile, tu t'adapteras à eux, pas de souci. Et les gens qui auront un fonctionnement différent de toi, souvent, tu te rendras compte que le courant a plus de difficultés à passer. Et Erickson, lui, justement, arrivait à créer ce lien particulier avec toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et c'est ça qu'on essaie de retranscrire dans les formations aujourd'hui, en fait. Ouais, alors ça c'est vrai que c'est une question nouvelle que j'aime bien poser. Je suis fan de citations. Est-ce que si par exemple, si tu devais vivre selon une citation, est-ce que il y en aurait une spécifique qui te viendrait à l'esprit? Si je devais vivre avec ouais. Alors c'est pas un truc magique et très connu, mais donc évidemment ça va pas t'étonner, mais ça vient de Tony Robbins. c'est que le bonheur est un choix. Et si tu veux, moi j'ai eu le même problème. Robbins, quand il a commencé à bosser, il a été obsédé par le succès et par la réussite. Donc comment est-ce qu'on peut aider une personne à créer un résultat positif dans sa vie en termes de succès? Donc ça peut être comment monter une boîte, comment j'en sais rien, entretenir une relation amoureuse, comment voilà. Il voulait à chaque fois construire quelque chose autour de la réussite. Et il s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont réussi dans la vie et qui sont pas heureux pour autant. Et on peut prendre des exemples simples, mais par exemple, toutes les stars qui ont fini par se suicider, et il y en a un paquet. Tu prends des Robbie Williams, tu prends des Amy Winehouse, tu prends des Michael Jackson. C'est des personnes qui avaient des millions de fans autour d'eux, qui avaient autant d'argent qu'il est possible d'en amasser sur la planète, et qui pourtant ont toujours eu un profond mal-être et qui n'ont jamais réussi, si tu veux, à toucher du doigt, tu vois, un bonheur durable. Et derrière, il s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième composante qui était absolument essentielle à la vie, c'était l'épanouissement, pour le coup. Et la citation finale, c'est donc en anglais, ça donne comment il dit ça? Laisse-moi une seconde pour le retrouver. Achievement without fulfillment is the ultimate failure. Donc en gros, le succès sans épanouissement, c'est le plus grand des échecs. Et j'avais fait un article dessus parce que c'était un truc qui m'avait beaucoup touché, parce que moi c'est pareil, quand j'ai commencé à construire ma carrière de pilote, puis d'hypnothérapeute, puis de coach, j'ai beaucoup insisté sur le succès, et tu te rends compte que c'est pas forcément quelque chose qui te remplit. Et qu'à côté de ça, la partie épanouissement, elle est fondamentale, et surtout que quand tu te focalises sur la partie épanouissement, en général, la partie réussite, elle suit. Et Richard Branson, par exemple, disait que il a pas réussi, il est pas heureux parce qu'il a réussi,
mais qu'il a réussi parce qu'il est heureux. Et que ça marche vraiment dans ce sens-là. C'est que quand tu es vraiment heureux, quand tu as trouvé un espèce de centre, bah, ce centre, il va se retranscrire dans toutes tes interactions. Quand tu vas être avec tes clients, quand tu vas être en train de former, quand tu vas raconter ce que tu fais de ton activité. À chaque instant, si tu veux, si tu arrives à toucher du doigt une bonne partie de cet épanouissement-là, c'est quelque chose qui est contagieux et que les gens vont ressentir autour de toi. Bah c'est une super façon de finir le podcast, ouais, parce que c'est vrai que moi je suis pile dans ce moment-là et je pense que beaucoup de gens se retrouveront. C'est vrai que chercher tout le temps à viser le succès, en fait, des fois on oublie à être à son propre bonheur, en fait. Et je pense que comme tu dis, je pense que chercher soi-même l'épanouissement avant le succès, justement, je pense que ça permet d'avoir ce magnétisme, en fait. Au bout du moment où t'es heureux, bah fondamentalement tu vas balancer de l'énergie, tu vas beaucoup donner de toi sans chercher à recevoir, et à partir de là, bah, les gens auront envie d'être proches de toi, seront fatalement facilement attirés par toi, en fait, par ce que tu fais. Et bah j'aime beaucoup ça. Bah écoute Mathieu, je te remercie pour tout ça. Tous les gens qui sont intéressés pour avoir plus d'informations à ton sujet, pour poursuivre tes formations ou simplement prendre rendez-vous avec toi, où ils peuvent te trouver. Le plus simple, c'est mon site internet, mathieussoriano.com. J'explique un petit peu ma façon de travailler, donc la partie hypnose, la partie coaching, la partie formation. Et il y a quelques articles, il y a une section blog que j'avais créée pour mes petits élèves en école de commerce. Et en général, c'est pas mal des choses qui tournent autour de la communication, de ce que moi j'ai pu apprendre, parce que c'était mes plus grosses difficultés au départ, la communication, les relations avec les gens, et qui donnent vraiment des conseils très simples et j'espère concrets, sur comment améliorer ses relations au quotidien, comment apprendre l'influence, comment apprendre à exprimer ses besoins. Tout ce qui, une fois de plus, va toucher aux compétences sociales. Donc, mathieussoriano.com. Ok, d'accord. Et tu prends des rendez-vous par Skype, ou tout est basé, c'est à Paris que tu es, c'est ça? Ouais, moi je suis sur Paris, donc je suis dans le 15e arrondissement. Et après, si c'est possible, dans certains cas, j'accepte les Skype. Après, il faut voir, il y a des problématiques, je pense notamment à des gens qui ont eu des gros traumatismes de type attentat, viol et tout ça. L'idéal, c'est pas de faire ce genre d'accompagnement par Skype, mais il y a pas mal de problématiques, notamment tout ce qui touche autour du coaching, qui elles peuvent être fait par Skype. Ouais. Ok, ça roule. Bon, je les renverrai tout là-bas, je mettrai tous les liens dans la description. Bah écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de journée, Mathieu, et puis bonne continuation à toi. Salut. Ça marche, salut Simon. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce que disait Mathieu Soriano t'intéresse, si tu aimerais avoir une séance de coaching ou avoir de plus amples informations vis-à-vis des services que propose Mathieu, eh bien, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. J'ai mis tous les liens qu'il faut si tu souhaites prendre contact avec lui. N'hésite pas, encore une fois, si tu as un petit peu de temps, à choisir le prochain invité qui apparaîtra sur Même Pas Peur, pour voter justement et choisir la personne qui t'intéresserait. Bien écoute, je te souhaite une très très bonne semaine, et puis prends surtout soin de ta santé.